Bienvenue à toutes et à tous. Afrique Presse, l'actualité en débat sur RFI et TV5 Monde. C'est avec Nadir Djenad de l'agence Reuters, Valérie Thorin, africasie.fr. Vous êtes passé, Valérie, au pure player, comme on dit, au numérique payant. Plein succès donc à ce tournant. Et puis Stéphanie Hartmann d'Africa numéro 1. Au menu de cette édition, la RDC et l'ONU qui donnent son feu vert à un report à fin 2018 des premières élections post-Kabila qui accuseront ainsi 2 ans de retard sur l'agenda prévu. Et puis l'ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères sous Abdoulaye Wade, Cheikh Tidiane Gadio, accusé de corruption, notamment par la justice américaine. Le président tchadien Idriss Déby Itno est aussi cité dans ce dossier. D'abord, ce bail supplémentaire d'1 an accordé à la transition en RDC par l'ONU au lieu de 2019 annoncé mi-octobre par Corneille Nangaa, le chef de la CENI, l'instance électorale congolaise. Eh bien, les premières élections post-Kabila devraient se tenir fin 2018. D'abord, la réaction de Félix Tshisekedi de l'UDPS et membre des forces du rassemblement. Le mot d'ordre avait été lancé pour mobiliser notre peuple afin qu'il barre la route à ce complot, à cette supercherie que nous prépare Kabila et son camp. Afin évidemment de le faire partir du pouvoir et de poursuivre le processus politique et électoral dans notre pays jusqu'à avoir cette alternance que nous appelons de tous nos voeux. Pour nous, le calendrier, c'est déjà ça, mais il doit être consensuel, donc il y a à redire là-dessus. Mais tout doit se faire sans Kabila, parce que sa présence à elle seule justifierait le fait que nous n'ayons pas d'élection en 2018. Il ne veut pas d'élection parce qu'il ne veut pas quitter le pouvoir, alors le peuple le fera partir par sa volonté et donc de force. En gros, Félix Tshisekedi appelle à la vigilance. Il est vrai que Joseph Kabila était censé, Nadir, quitter le pouvoir présidentiel il y a déjà en 2016, fin 2016, au terme de ses 2 mandats autorisés par la Constitution. Et là, il va avoir un bail supplémentaire de 2 ans. Et rien ne nous dit que la date du 23 décembre 2018 annoncée par l'ONU sera respectée. Effectivement, donc pour l'instant, ce qu'on constate, c'est que l'ONU s'incline devant le fait accompli. Une élection était prévue en 2016, 2017 et 2017, elle n'a pas cessé d'être repoussée. L'ONU s'incline, mais reste méfiant, parce que le Conseil de sécurité a indiqué fin novembre que l'échéance électorale qui doit avoir lieu fin décembre 2018 doit être respectée. Mais au moment où le Conseil de sécurité des Nations Unies fait cette adresse au régime de Joseph Kabila, des manifestations qui étaient prévues de l'opposition sont interdites à Kinshasa. Deuxième chose, c'est qu'on constate aussi une impuissance de l'opposition. On a entendu Félix Tshisekedi. L'UDPS, le parti de feu Étienne Tshisekedi, est scindé en 2. D'ailleurs, s'est tenu la semaine dernière un conclave organisé par l'aile de l'UDPS, dirigé par Bruno Tshibala, qui est le Premier ministre de la transition. Et l'objectif de ce conclave était de préparer la succession d'Étienne Tshisekedi. Donc une impuissance de l'ONU, et puis une impuissance effectivement de l'opposition au régime de Joseph Kabila. Alors Valérie, ce qui est surprenant, c'est que l'ONU, en acceptant donc de retarder encore d'1 an ces élections congolaises, n'a apparemment pas posé de conditions, à commencer par le retour en RDC de Moïse Katumbi, contraint, on le sait, à l'exil à la suite de dossiers judiciaires manipulés, selon la conférence des évêques congolais. L'ONU évoque seulement, et je lis ce que l'ONU dit, il faut tout faire, la nécessité de tout faire pour tenir des élections dans des conditions requises d'inclusivité. Point. C'est triste, en fait. C'est triste parce que les Nations Unies sont en train d'officialiser, de valider ce processus de glissement dont on a tant parlé déjà et que l'on a déjà tant condamné. Alors maintenant, le processus de glissement, il est validé par l'ONU fin 2018. Ça signifie quoi? Ça signifie 2019. Il se passera quoi en 2019 qui ne s'est pas déjà passé en 2016, 17 et 18? Est-ce que l'Est sera pacifié?
J'en doute. Est-ce que Moïse Katumbi sera rentré? C'est pas sûr. Est-ce que le pays sera plus calme et on pourra diffuser les urnes, etc.? Rien ne le prouve. Donc, ça va continuer comme ça. Et puis l'ONU mettra les mains sur les hanches en disant dites donc, c'est pas bien parce que vous n'avez pas respecté ce que nous vous avions vivement conseillé de faire. Enfin, où est-on? Il faut vraiment des mesures plus fermes, au moins un discours plus ferme. Parce que... Stéphanie? Ce qu'on remarque aussi beaucoup, c'est que l'opposition peine à mobiliser aussi la population. L'ONU agit quand vous avez aussi des mouvements populaires importants. Si les gens sont dans la rue, l'ONU a plus une capacité pour agir. Là, elle ne peut pas s'appuyer sur l'opposition, puisque oui, mais l'opposition, il est interdit de manifester, il est interdit de tenir des meetings. Oui, mais on a eu des interdictions de manifestation où les gens sont quand même sortis, mais les gens sont sortis déjà en janvier 2015. Il y a eu au moins 50 morts. Puis, fin 2016... ils en ont un peu marre puisque les leaders ne sont pas au rendez-vous. La marche du 30 novembre, qui est une marche, s'est transformée en ville morte. Et Félix Tshisekedi, qu'on devait entendre, est resté tranquillement chez lui, attendant que des partisans viennent le chercher, qui sont jamais venus. Donc ça pose cette difficulté-là pour l'ONU. Ensuite, l'ONU, après, c'est de plusieurs instances aussi. Vous avez le Conseil de sécurité, effectivement, qui semble prendre acte. Après, vous avez le Conseil des droits de l'homme, qui est à Genève, qui ne cesse de dénoncer les atteintes des droits humains commis par le pouvoir et les militaires en République démocratique du Congo. Mais sans avancer de réplique, finalement, à ces exactions. Il faudrait davantage de sanctions. L'Union européenne fait déjà des sanctions. Effectivement, il faudrait peut-être que le Conseil de sécurité de l'ONU prenne des sanctions. Mais est-ce qu'il le veut? C'est autre chose. Mais l'Union africaine est contre les sanctions, notamment contre le régime congolais. Effectivement, l'Union africaine est contre les sanctions, mais aussi est impuissante devant... et elle aussi, elle constate le fait accompli, à savoir que Joseph Kabila reste encore au pouvoir jusqu'en peut-être janvier... Fin 2018. Voilà, en principe, fin décembre 2018. Donc tout le monde accepte le fait accompli, c'est-à-dire donc le maintien au pouvoir pour l'instant de Joseph Kabila. Mais il y a une chose qu'il faut noter, c'est que le pays est assis sur un baril de poudre parce qu'il y a plusieurs signaux très très alarmants pour les mois à venir. Il y a notamment plusieurs ONG qui ont publié des rapports très très inquiétants. Je cite par exemple l'ONG américaine Human Rights Watch qui a publié la semaine dernière un rapport montrant que les forces de police congolaises font appel à des rebelles, des ex-rebelles du mouvement M23 pour réprimer dans l'est du pays, pour réprimer les manifestants qui sont hostiles à Joseph Kabila. Et puis il y a aussi une question humanitaire, c'est que depuis les 6 premiers mois de l'année 2017, plus d'1,5 million de personnes ont fui les combats en RDC. Ce qui fait à peu près plus de 5000 personnes chaque jour. Donc c'est quand même assez inquiétant. Ça veut dire que Joseph Kabila ne partira pas sans casse, Valérie? Mais je pense que Joseph Kabila partira pas. Je ne vois pas pourquoi il partirait. Tout lui permet de rester. Je ne vois pas pourquoi il s'en irait. Et les vrais gens, les gens de la rue, ceux dont on ne parle jamais, je comprends qu'ils n'aient pas envie d'aller se faire tuer pour des opposants qui restent chez eux, qui n'ont surtout pas envie d'avoir des histoires, pour un opposant qui est peut-être le plus cortiqué, le meilleur, mais qui est en exil. Écoutez, moi, très franchement, je ne sortirais pas de chez moi. Donc, finalement, il y a celui-là, il est là. Il n'a pas de légitimité, mais de toute façon, ça fait déjà 4 ans, donc on s'en fiche. Et puis, bon an, mal an, le pays continue. Il est ni pire ni meilleur. Il y a toujours eu des ONG qui dénoncent, qui envoient des rapports. Il y a toujours eu les scandales miniers, les désastres écologiques et le reste. Ça ne va pas beaucoup changer. Moi, je pense qu'il ne se passera rien. Mais je ne demande qu'à avoir tort. Alors, Stéphanie, tous les partis d'opposition, excepté les forces du rassemblement, participent peu ou prou à cette transition. Est-ce que les forces du rassemblement incarnent véritablement l'opposition aujourd'hui et de manière, je dirais, légitime en RDC? Ça devient compliqué de savoir qui est dans l'opposition, qui est dans la majorité en RDC. Donc les leaders de l'opposition d'aujourd'hui sont ceux de la majorité d'hier. Vous avez effectivement des gens qui sont censés représenter l'opposition, donc Bruno Tsibala, Joseph Olenga Koy, qui participent à ce qui ressemble à une transition. Donc effectivement, je pense que cet échec, c'est donc l'échec de l'ONU aussi, cette situation RDC, c'est aussi l'échec surtout de la classe, l'ensemble de la classe politique congolaise. Et on parlait de la situation à l'Est, on parlait des rebelles du M23, ce pays est quand même regorge de 60 à 80% des réserves de
coltan, qui est ce matériau qui sert beaucoup dans les batteries électriques des téléphones, et de plus en plus les voitures électriques. Qui attise beaucoup de convoitises. Qui attise beaucoup de convoitises. Vous avez des multinationales, notamment comme Glencore, qui pratiquent la corruption. C'est pas moi qui le dis, ce sont des reportages qu'on a vus dans les télévisions, qui pratiquent cette corruption, donc qui aussi financent un pouvoir illégitime qui, grâce à cet argent, a réussi à se maintenir. Donc il y a une convergence de forces négatives qui empêchent la résolution de la crise politique. Alors brièvement, Nadir, autre question, est-ce que les candidats pourront librement faire campagne en raison des problèmes d'insécurité, en raison des oukases qui interdisent toute manifestation, notamment dans le périmètre du gouvernorat de Kinshasa, etc. Est-ce que véritablement on pourra faire campagne et aller vers des élections libres et inclusives demandées par l'ONU? C'est une très très bonne question et difficile d'y répondre à l'heure actuelle. Sans parler de l'insécurité qui règne dans l'est du pays, au Kasaï, etc. Sans parler de l'insécurité et sans parler aussi de la mobilisation de membres de la société civile. Je pense à des mouvements, par exemple, comme Lucha, par exemple, qui, eux aussi, ont été très, très actifs ces derniers mois, mais qui ont aussi, dont les membres ont aussi été réprimés, arrêtés et réprimés par les autorités. Difficile de répondre à cette question, mais je ne vois pas le régime, quand même, ne pas permettre à l'opposition, quand même, de se présenter à ces élections. Parce qu'il n'y aura pas de bâton dans les roues. Et voilà, parce que je pense qu'il sait que tout le monde, la communauté internationale, les instances comme l'ONU, auront les yeux rivés sur la RDC. Donc, vous pensez que le pouvoir sera beaucoup plus bienveillant et respectueux des règles concernant la campagne, Valérie? Non, alors moi, pas du tout. Et que le regard de l'ONU, je ne pense pas que ça leur fasse peur. Ça fasse peur à Kabila, le regard de l'ONU. Parce que l'ONU regarde déjà depuis 3 ans, enfin depuis 2016, et qu'il ne se passe rien. Non, vraiment, mais j'y crois, mais plus du tout, plus du tout. Et puis, il y a quand même des experts de l'ONU qui ont été assassinés en RDC. C'est aussi un pas... Alors, voilà, on ne sait pas qui... les a tués. RFI a fait une excellente enquête d'ailleurs dessus, donc on devine un peu qui. Donc sur les deux enquêteurs de l'ONU au Kasaï. Ça montre la crainte de l'ONU en RDC. Et l'autre enjeu, parce qu'on parlait de la campagne, c'est effectivement pas sûr que les élections aient lieu. L'autre enjeu, c'est quand même le financement. Il faut rappeler que ces élections ont été reportées à maintes reprises parce que, soi-disant, il n'y avait pas d'argent. Il n'y en a toujours pas. Les caisses de la RDC sont désespérément vides. Alors quand Nanga compte sur les partenaires extérieurs qui, eux, n'ont pas confiance. Ils n'ont pas envie de décaisser de l'argent à ce pouvoir s'ils n'ont pas un plan budget clair. Les caisses sont vides, mais pas toutes les poches. Pas toutes les poches. Notamment, dit-on, de la sœur de M. Kabila, qui a des comptes offshore, d'après les investigations qui ont été menées par un certain nombre de journaux, dont Le Monde. RFI, TV5 Monde, la Sud-Afrique Presse, c'est notre second sujet, l'affaire Cheikh Tidiane Gadio, l'ancien chef de la diplomatie du Sénégal pendant 9 ans, de 2000 à 2009, du temps d'Abdoulaye Wade, est accusé de corruption et de fraude fiscale présumée par la justice américaine. Nadir, il a été arrêté le 24 novembre à New York, puis remis en liberté provisoire quelques jours plus tard contre une caution de $1 million et une assignation à résidence dans l'État du Maryland. Alors, on lui reproche en gros d'être intervenu au Tchad en faveur d'intérêts pétroliers chinois et d'avoir été rétribué, d'avoir reçu des honoraires. L'ancien ministre rejette ces accusations et se présente dans cette affaire comme un simple lobbyiste, une activité qui a pignon sur rue aux États-Unis. Il risque, il faut le dire, il risque très gros. D'abord, sur le lobby, est-ce que, en fait, il n'a rien à se reprocher parce qu'il fait un job de lobbyiste? Oui. Effectivement, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a une absence de transparence concernant ces activités de lobby, ces relations entre hommes d'affaires et chefs d'État, les relations aussi, la manière dont, par exemple, sont implantées les entreprises étrangères en Afrique, mais pas simplement, notamment les entreprises chinoises. Il y a aussi une absence de transparence concernant d'éventuels conflits d'intérêts. Et concernant Cheikh Tidiane Gadio, il faut se rappeler qu'en 2012, il fonde un institut qui s'appelle l'Institut panafricain de stratégie. Donc c'est un think tank qui œuvre à l'unité continentale. Mais dans le même temps, il dirige un cabinet de consulting. Donc c'est un mélange des gens. Et en 2012, il est également candidat à la présidentielle. Il est candidat à la présidence candidat à la présidentielle. Donc c'est un mélange qui peut prêter à confusion. Maintenant, aussi un autre élément aussi intéressant à noter, c'est que
les lobbyistes africains pro-chinois sont dans la ligne de mire de l'administration Trump. Parce que souvenez-vous, en août 2017, l'ancien ministre guinéen des Mines, Mahmoud Thiam, a été condamné aux États-Unis à 7 ans de prison pour pot de vin, corruption et blanchiment. Attention, l'affaire avait commencé bien avant l'arrivée de Trump. Oui, bien avant l'arrivée de Trump, mais j'ai l'impression qu'il y a un coup d'accélérateur quand même depuis l'arrivée de l'administration Trump aux affaires, puisque ces derniers mois, on voit le FBI, on voit la CIA, on voit la justice fédérale déterminée à s'attaquer à la manière dont fonctionnent les entreprises chinoises et aussi la manière dont se font les affaires et la manière de faire des lobbyistes africains pro-chinois. Alors on dit, Valérie, que les enquêteurs, les limiers du FBI, étaient avaient dans leur collimateur Shakti Gayo depuis 3 ans. Voilà. Donc ça ne date pas de l'ère Trump. Est-ce à dire qu'on en veut particulièrement à Shaktiyan Gayo? On lui reproche de faire un job que beaucoup de cabinets d'avocats ou d'anciens responsables, y compris d'administration, de gouvernement aux États-Unis, pratiquent, c'est-à-dire le lobbyisme. Je pense qu'il y a eu une petite erreur de la part de Gadio. Il a dû mal appréhender la justice américaine, ce qu'il était possible de faire et de ne pas faire. Et cette petite erreur de compréhension a fait boule de neige. Et a des conséquences désastreuses. Mais au départ, il est légitime de dire, mais quel apporteur d'affaires ne se ferait pas rémunérer pour apporter une affaire? Donc, d'accord. Mais il y a eu des choses qui se sont produites et qui relèvent plus de la méconnaissance. Et pourtant, il est citoyen, il est résident américain depuis très longtemps. Au moins. Mais un petit peu trop d'arrogance, un petit peu trop d'assurance. Et hop, il s'est fait rattraper. Moi, je ne pense pas non plus que ce soit véritablement l'administration Trump, encore que ça l'arrange, parce qu'il sert de bouc émissaire. Il y a eu quand même un coup d'accélérateur des services de l'administration Trump pour contrer ces lobbyistes africains pro-chinois. C'est vrai, c'est vraiment une volonté politique qui s'est accélérée. Mais je pense aussi que c'est peut-être un peu un bouc émissaire pour cacher autre chose, parce que ça sert d'écran de fumée. Et puis, voilà, on est un peu moins sévère sur d'autres... Stéphanie, sur ce conflit d'intérêts, rappelons quand même que Shaktiyan Gayo a de chauds partisans au Sénégal et en dehors du Sénégal. Mais l'ancien chef de la diplomatie a aussi ses détracteurs qui lui reprochent notamment à la fois d'être à la tête de ce think tank, boîte à idées sur le développement, l'avenir de l'Afrique, et puis d'un autre côté, son job de conseiller. Donc, conflit d'intérêts, et ce conflit d'intérêts, finalement, se traduit par ce business qu'il a mené, cette médiation ou intermédiation en faveur des pétroliers chinois au Tchad. Je crois qu'il est, je crois qu'il est d'ailleurs, je voulais préciser qu'il est député à l'Assemblée nationale du Sénégal, donc pour ajouter au mélange des genres. Cela dit, je dois dire que c'est moi, je trouve que c'est un homme intelligent qui avait une bonne connaissance des enjeux internationaux. Il faut dire, c'était ce qu'il faisait ces derniers temps. Il faisait beaucoup de conférences pour donner son avis, notamment sur la crise des migrants. Il était à l'origine du Forum de sécurité de Dakar, qu'on lui a un peu piqué. Cela dit, la justice américaine... il n'était pas le seul à avoir l'idée. L'idée, c'était Macky Sall, et lui, il l'a mis en musique. Il l'a traduit. Bien sûr, mais la justice américaine est très bien faite, et à partir du moment où des fonds circulent par une banque américaine, la justice a le droit de mettre son nez là-dedans. Il est accusé d'avoir enfreint la loi sur la corruption d'agents étrangers, et quand vous lisez le communiqué du département de la justice, du département américain de la justice, et le communiqué insiste sur le fait que ce genre d'accusation nuit au libre marché, à la concurrence entre les entreprises et à notre économie, c'est-à-dire donc à l'économie américaine. Donc, les États-Unis ont un ensemble, un arsenal juridique qui leur permet de protéger leurs intérêts. Alors, venons-en au Tchad dans cette affaire Nadir. Dans l'entourage du pouvoir à N'Djamena, on dit que finalement, c'est de l'acharnement. Et là, pour le coup, l'acharnement du président Trump contre leur président, contre le Tchad, puisque le Tchad fait partie des pays mis au banc des États-Unis par le décret migratoire, le deuxième décret migratoire de Donald Trump.
Exactement, et c'est l'autre volet intéressant dans cette affaire. C'est-à-dire qu'on voit depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines maintenant, Idriss Déby monter au créneau, parler de complot international contre le Tchad, parler d'un agenda caché pour détruire le Tchad. On sait que les relations, vous l'avez dit, sont très mauvaises entre l'administration Trump et Idriss Déby, qui n'a pas digéré, et on peut le comprendre, l'interdiction faite par les États-Unis d'interdire d'accès aux Tchadouins sur le territoire américain. Mais j'ai envie de dire que bizarrement, ça peut le servir, ça le sert aussi, ce qui se passe. C'est-à-dire que Idriss Déby fait appel au patriotisme, à l'unité nationale, et s'est trouvé un ennemi commun, c'est-à-dire les États-Unis. On a vu le 26 novembre dernier, par exemple, des centaines de personnes manifester à N'Djamena pour dénoncer l'attitude des États-Unis. Donc pendant qu'on fait cela, on oublie un peu de parler de la situation économique quand même qui est catastrophique au Tchad. On oublie de parler de la grève des magistrats dans le pays et de la situation des droits de l'homme actuellement au Tchad. Valérie. Oui, c'est ça. C'est là aussi, c'est l'écran de fumée. Il vaut toujours mieux se trouver des ennemis à l'extérieur plutôt qu'on nous fasse remarquer nos problèmes à l'intérieur. Donc là, c'est l'écran de fumée. Ça permet de focaliser un petit peu l'attention, de faire unité nationale contre le grand méchant, le grand Satan américain. Enfin, ça. Mais est-ce qu'on imagine, Valérie, au fond, le président Déby se contenter d'une petite enveloppe de 2 millions de dollars de com, parce que c'est ce qui a été indiqué. C'est quand même peanuts pour un chef d'État. Oui, mais enfin, ça, il n'y a pas. À mon avis, il y a toute l'attitude. Il n'y a pas de petit d'accord, il n'y a pas de petit. Non, puis bon, pour le moment, il y a présomption d'innocence. On ne sait pas. Donc voilà. Mais moi, je trouve que ça pourrait aussi poser la question de la reconversion des anciens ministres et hauts fonctionnaires et présidents, etc. Comment est-ce que on arrive à avoir été ministre des Affaires étrangères et puis aller faire des petites affaires, encore que le mot petite soit un euphémisme, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une meilleure manière de servir le pays au service duquel il a déjà été pendant longtemps comme ministre, d'une façon différente, plutôt que d'aller investir aux États-Unis ou s'investir aux États-Unis dans des conférences, Est-ce etc. que ça sème le doute Est-ce que ça sème le doute sur la diplomatie sénégalaise du temps de Cheikh Tidiane Gadio ou pas, Stéphanie? Je dirais pas forcément, non. Mais par contre, effectivement, ça sème le doute sur les pratiques des ministres, les relations troubles entre des multinationales, des partenaires étrangers. Et voilà, comment ces gens qui ont servi la politique se recyclent. Et en Europe aussi, vous avez la même chose. Ils utilisent leur carnet d'adresse. Oui, parce que l'ONU devrait s'intéresser d'ailleurs à ça. Tout le monde ne prend pas des commissions comme apporteur d'affaires. Qu'on fasse une conférence comme Barack Obama vient à Paris, fait une conférence, il est payé très cher, c'est une chose. Mais qu'on utilise son carnet d'adresse pour permettre des forages ici, des pipes là, c'est complètement différent quand même. En espérant tout de même que l'intervention de Gadio, évidemment, ne portait pas du tout atteinte aux intérêts des Tchadiens, Nadir. Oui, et que ce contrat avec les Chinois sont retournés d'ailleurs. Oui. Après avoir été exclus du Tchad pour pollution notamment. Oui. Mais ça pose aussi la question aussi de l'implantation des entreprises chinoises en Chine, qui font quand même un forcing et un lobbying très très intense depuis des années. Et ils font appel à des personnalités, des lobbyistes comme Monsieur Gadio, mais aussi d'autres. Effectivement, tout cela, c'est ce que je disais au début, tout cela n'est pas très clair et pose la question de l'absence de transparence. L'absence de transparence dans les manières dont les entreprises s'implantent. Par exemple, je pense aussi, on peut citer le cas de Bolloré, par exemple. Voilà, comment Bolloré aussi s'implante dans certains pays que nous connaissons bien, comme le Gabon, comme le Togo, ça pose la question de l'implantation des entreprises, et puis comment d'anciens ministres qui se transforment en lobbyistes font jouer leur réseau, leur carnet d'adresse pour permettre l'implantation de ces entreprises. Un dernier mot, juste pour dire que toute peine maximale cumulée irait jusqu'à 50 ans de prison aux États-Unis. Oui, et plusieurs millions de dollars d'amende. Voilà, Valérie. Mais maintenant, il a les moyens de se payer un bon avocat. Bon, en tous les cas, ce sont 4 amis qui se sont réunis, paraît-il,
pour lui permettre de payer sa caution d'1 million de dollars, dont une de ses anciennes épouses, chez laquelle il est assigné en résidence surveillée dans le Maryland. Voilà, vous savez tout. Et c'est la fin de cette émission. Merci Valérie Thorin, Stéphanie Hartmann, Nadir Djenad, ainsi qu'aux équipes techniques et rédactionnelles d'Afrique Presse. Cette édition est à retrouver bien sûr sur les sites internet respectifs de RFI et de TV5 Monde. Grand merci de votre fidélité à Afrique Presse et à la semaine prochaine.